Czerwonym rohu Yorick Publius Montagnac. Là, je pense que en fait, ce qui me permet de ne pas lâcher, c'est qu'en vérité, j'ai tout mis là-dedans. Je me dis, j'ai pas le choix, il n'y a pas de plan B en fait. Ça c'est beaucoup toi, hein. Waouh. Les rêveurs podcast, les gars. Faut que je fasse attention à Internet là. Hein. Je te jure. En fait, je pense que c'est dans la tête de tout le monde l'UFC, hein. C'est dans la tête de tout bon combattant qui commence une carrière sérieuse. J'en ai un petit peu parlé à ma dernière interview à La Sueur, quand j'avais fait il y a 1 an, de mon désir du UFC à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, il est toujours là, mais je sais à quel point il peut être aujourd'hui là devant toi et demain à des années-lumière. Donc là, je rêve dans un premier temps que tout le monde soit conscient que je descends des gens, je suis en mesure de descendre des gens très sérieusement. Ouais. Et mon premier rêve, c'est qu'on sache qui je suis. Voilà. Ouais. Avant tout, qu'on sache qui je suis. Je te parle pas de notoriété, je te parle de performance dans la cage. Ok. Genre quand je rentre dans la cage, ils se disent « Ah ouais, Jean Jorick il est comme ça là. » Ouais, c'est moi, c'est Jorick. Qu'est-ce que j'ai ? J'aimerais que tu m'expliques le. Tu veux que je t'explique ça? D'où ça vient. C'est curieux, non? Écoute, comme je t'ai dit, on bosse un peu. C'est bien, D'où ça c'est vient bien. ce petit signe que tu fais quand tu gagnes. Ouais. Même en rentrant dans la cage, je crois que tu Ouais, le je fais le aussi. D'où ça sort ça? Et j'espère que bah tiens, tu me parlais d'un des rêves. J'espère que si un jour je suis en France, à Bercy, que lorsque je rentre, toute l'arena comme ça, vraiment toute l'arena comme ça et tout, on sera ensemble, ce sera Ah, ce serait lourd. Ce serait lourd. C'est quoi un peu les sons que t'écoutes pour te mettre dans le mood? Est-ce que c'est nerveux en mode faut que j'éteigne? Ou de temps en temps, il y a un petit zouk qui passe par là. Non, ça va. Les rêveurs, c'est important, n'arrêtez jamais de rêver. Yes, sir. Faut rêver, mais après, faut faire du rêve une ambition. Une fois que on transforme le rêve en ambition, il n'y a plus qu'à, ça se fait. Et c'est ça qui fait vibrer un homme. Hein. I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. 30. Hey, hey. Nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. Salut les gars, ici votre boy Charles ODB de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur. Aujourd'hui, je vous ai ramené du lourd. Mais avant de commencer les gars, n'oubliez pas, likez, commentez et abonnez-vous. C'est bon, c'est fait? On peut commencer. Donc comme j'ai dit, nouvel épisode, nouveau rêveur. Aujourd'hui, je vous ai ramené du lourd. 1m89, 93 kg en combat, à peu près 104 ou 103 kg hors combat, combattant de l'Octagone MMA, Monsieur Jorick Publius Montagnac. Jorick, comment tu vas, frérot? Ça va nickel, sortie de combat. Donc là, c'est la semaine où on relâche. Donc, comme dirait à l'aise. Nickel, parfait. Avant de préparer cet épisode, toi et moi, on s'est écrit, on se parlait, et tu me disais, j'ai le combat samedi, mais la semaine prochaine, book un créneau, on fait le podcast. Je voulais pas te le dire au début. Je me suis dit, mais attends, le mec, il a un combat. Il me dit quand même, la semaine prochaine, non, t'inquiète, on fait le podcast. Ouais. Je me suis dit, putain, quelle confiance. Ça n'a pas menti. Nous sommes là aujourd'hui. Sébastien Heil, décision unanime. Félicitations déjà pour la victoire. Comment tu t'es senti sur ce combat et comment tu as pu me dire, est-ce que tu le sentais déjà que tu allais t'imposer? Ouais, je pense que c'est important d'aborder n'importe quel combat avec l'intime conviction qu'on va en sortir frais. Ouais. Et d'ailleurs, j'y croyais tellement qu'aujourd'hui, on peut faire ce podcast-là. Aujourd'hui, on est mercredi, je suis bien portant. Je suis déjà je regarde déjà vers le prochain combat qui ne saurait tarder. Donc, en fait, je suis arrivé, je savais qu'il avait quelques armes qui pouvaient un peu me déstabiliser. Il avait un bon jeu au sol, de ce que j'avais vu. Un bon travail contre la cage, des emmener au sol à partir de la cage. Donc tout ça, on l'avait bien étudié avec Nicolas Hott, Smart Fight, que, comme tu m'as dit, tu as pu déjà recevoir. Donc tu es au courant à quel point c'est un fin technicien. On a bien axé l'entraînement. Et du coup, on a poli bien tout ce travail contre la cage et tout. Donc au final, j'avais vraiment l'impression d'arriver dans ce combat-là sans que mon adversaire puisse avoir des armes pour vraiment me mettre en difficulté. Ouais. C'est pour ça que je t'ai envoyé ce message sûr de moi. Non, mais lourd. Et puis, tu vois, j'ai revu le combat sur RMC en rediffusion. Et tu vois, je me suis dit, putain, t'es arrivé affûté. Et limite, est-ce que toi, t'as ce petit goût amer de ne pas l'avoir séché plus tôt, tu vois, de ne pas avoir terminé ce combat? Là où moi, je me suis dit, en tant qu'observateur, quand tu lui mets le crochet du gauche ou le contre, bras arrière,
Putain, je me dis, là, il y avait la place pour peut-être le finaliser, non? Ouais. Bah après, comme cette séquence-là, le combat, j'ai déjà revu, je pense, une bonne cinquantaine, soixantaine de fois. Tu Ah ouais, vois, déjà? ouais, je l'ai mis en boucle, parce que je suis un amoureux du détail. Je suis un amoureux du détail, et quand je regarde cette séquence-là, rien que dans la petite séquence qui est sur Insta, je vois au moins 4-5 erreurs majeures m'ayant empêché de le finir. Après, je remets pas en cause le travail défensif qu'il a fait. Et parce que quand on analyse son travail défensif, tout ce qu'il a fait, c'était bien. C'était bien, il rangeait sa tête, il s'est bien relevé, et il a limité la casse au plus. Mais j'avais bien 3-4 coches où j'aurais pu vraiment prendre, par exemple, une position au sol dominante pour essayer de laisser pleuvoir les coups de coude qui m'ont échappé. Mais tranquille, on est là, on polit, et Exactement. j'espère qu'à chaque combat, je ferai de moins en moins d'erreurs et je serai de plus en plus punitif. L'important, c'est la victoire. Du coup, les Rêveurs Podcast, voilà, tu vas parler de tes rêves, de tes ambitions, de tes passions, on est là pour ça. Mais te présenter quand même, tu vois, je t'ai présenté un petit peu aux gens. Voilà, d'où Jory qui vient, comment tu t'es un peu lancé dans les sports de combat. Et la question que j'aime toujours poser aux combattants, est-ce que quand tu étais petit, tu étais bagarreur, tu vois, dans les échauffourées, etc. Ouais. Ou non, pas du tout? Si, bah en fait, petit, j'étais, comment dire ça, j'étais un petit à canaliser, que ma mère canalisait très bien, hein. Elle avait une manière de très bien me canaliser. Bon, je vous dirai pas, mais non, bah, voilà, une éducation très, très dure qui faisait que bah, j'avais toujours tendance à un peu laisser parler mon surplus d'énergie à l'extérieur. De là à dire que j'étais bagarreur, non, dans le sens où j'ai jamais été aimé être à l'initiative d'un conflit ou quoi qu'est-ce, mais j'ai toujours aimé les régler s'il fallait qu'elles se règlent, tu vois. Donc j'ai jamais dit non à une bonne bagarre s'il y en avait besoin. D'accord. Mais je peux pas me qualifier de bagarreur, parce que pour moi le bagarreur c'est celui qui est à l'initiative, qui crée la bagarre, qui truc. Mais on va dire que j'ai toujours eu ce goût à cette adrénaline là, tu vois. Donc j'ai grandi un petit peu avec ça. J'ai grandi à Plaisir, dans le 78. Ok. Donc une ville que pour beaucoup vous devez déjà connaître, parce qu'elle vous a régalé il y a déjà 10 ans de par la série Dans le quartier. Ok, Donc ok. cette série-là, elle avait fait bien le buzz et tout. Bah, c'était justement à Plaisir. C'était monté par Big Up à eux, par des gars du Val. BDS, Bosch, Ouais, et j'en ouais. passe. Enfin bref, tu te souviens de la LK, série. big up à vous, les gars. Mais du coup, voilà, j'arrive de Plaisir. Là-bas, j'ai fait mon collège. Ok. Après, au lycée, je suis parti au lycée dans le 78 encore, mais je suis allé à Saint-Germain-en-Laye. Ok. De base, je voulais faire à ce moment-là, je voulais faire ascensoriste. Je me suis dit, vas-y, ascensoriste, c'est la bonne planque, ça gagne bien, tout ça et tout. Et rapidement, je me suis redirigé après avoir eu mon BEP. Je me suis redirigé, j'ai passé des sélections pour entrer dans l'école Air France, Ok. au CFA des métiers de l'aérien, qui est collé du coup justement à Villegénis. Exactement. Là, d'après ce que tu m'as dit, là où tu étais. Du coup, j'ai réussi les sélections. Donc, c'est là que mon aventure chez Air France, elle a commencé. Donc, c'était en 2010. Je suis intégré Air France en 2010 en tant qu'apprenti. J'ai signé mon CDI en 2012 à l'issue du bac professionnel aéronautique. Ok. Et après de là, je suis resté à Air France jusqu'à l'année dernière, où j'ai posé ma sabbatique pour commencer vraiment à laisser place à ma transition vers les sports de combat. Ok, donc c'est que l'année dernière où tu t'es vraiment dit, vas-y, le sport de combat, c'est un peu ma voie, je me lance à fond dedans. Ouais, bah, enfin, je savais déjà que c'était ma voie, mais après, j'ai eu rapidement, très très jeune quitté chez moi. J'ai eu pris mes responsabilités à deux mains très très jeune. Du coup, et la transition, je ne pouvais pas la faire aussi simplement que ça. Donc, cette transition, elle a pris 5 ans. Je l'ai entrepris, je l'ai commencé en 2000, à peu près 2017, 2018. Elle a même pris un peu plus. Par le fait d'aller au FONGECIF, je sais pas, c'est un organisme qui permettait de rémunérer les grosses formations. Okay. Et par le biais du FONGECIF, j'ai pu passer mon BPGEPS. C'était dans un premier temps pour devenir coach sportif. Okay. Et l'idée, c'était dans un premier temps, j'ai partagé mon temps en deux, où j'étais à 50% chez Air France, et en parallèle, j'avais déjà 50% de mon planning que je pouvais modeler comme je voulais. Okay. C'était pour moi le premier pas vers une forme de
semi-indépendance, semi-liberté pour pouvoir laisser place à l'entraînement. Et lorsque j'ai commencé à combattre à l'Octagone, je travaillais encore comme ça. Et il n'y a que l'année dernière là où je me suis dit, bon, s'il faut que les choses avancent plus vite, faut prendre le risque qu'il faut. Et à partir de là, j'ai coupé avec Air France et j'ai fait ma transition totale vers un métier d'entrepreneuriat, de coach sportif. Et puis là, je pouvais être à la main vraiment de mon emploi du temps. Et c'est qu'à partir de là que je me suis entraîné très sérieusement. Ok, top. Et déjà, beau message, tu vois, de montrer que c'est pas facile. Ah, L'envers du décor et de pouvoir optimiser son temps pour pouvoir se le dégager et se dédier à sa passion, c'est quelque chose de très dur. Sur l'aspect martial, moi, j'aimerais savoir comment tu as commencé un peu les sports de combat. Je crois que tu as commencé par l'ABF, c'est ça? Si on doit parler vraiment d'aspect martial, j'ai commencé par le judo. Quand j'étais tout petit, j'ai commencé par le judo, que j'ai pratiqué, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 3-4 ans. Après ça, j'ai fait beaucoup de basket. Après ça, j'ai fait du basket pendant longtemps. D'ailleurs, j'aurais pu faire un truc en basket aussi. J'avais été recruté par un CFA, j'avais été détecté et tout. À ce moment-là, comment dire ça, à ce moment-là, la vision de réussite au travers du sport, elle n'était pas encore ancrée dans les mœurs comme elle l'est actuellement. Du coup, ça faisait un peu peur à mes parents, à ma mère surtout, l'idée de pouvoir partir faire du sport. Parce que pour eux, il y avait une façon de scinder un peu le sport et l'école. Et pour eux, le sport était surtout du sport, c'est du divertissement. C'était une manière de se canaliser plus qu'une manière de faire de l'argent. Donc, à ce moment-là, j'ai pas fait la détection. Après, j'ai pas donné cours à la détection. Après, j'ai arrêté le basket, ça m'avait un petit peu frustré. Et j'ai repris la boxe BF au collège, en fin du collège, en 4e. En 4e, j'ai repris la BF, que j'ai fait pareil 2 ans et demi. Et après ça, boum, j'ai commencé à j'ai arrêté, j'ai fait de la musculation. Parce que j'étais dans une tranche d'âge vers 16 ans, 17 ans, où il est important de pouvoir remplir son t-shirt comme il faut. Dans ces âges-là, pour nous, ça nous tient à cœur, tout ça. Donc à ce moment-là, j'ai fait full muscu. Et puis, du coup, je me suis détourné de tout sport de combat, de contact. Et j'ai repris quand j'ai signé mon CDI en 2012 à mes 18 ans. Et là, j'ai repris par du sanda. Et puis, c'est là que je me suis vraiment dit, là, il faut faire un truc. J'ai fait quelques petites... mon entraîneur m'a emmené dans quelques petites compétitions. Ça se passait plutôt bien, alors que j'avais pas énormément d'années de pratique. Et puis de là, de fil en aiguille, je me suis dit, vas-y, faut essayer d'être sérieux. J'ai commencé un peu à regarder 2-3 podcasts, regarder comment ils s'entraînaient, comment les gens s'entraînaient un peu au State et tout. Ça m'a motivé. Et de là, à partir de là, j'ai commencé à avoir vraiment des objectifs sportifs. Me dire, ça, il faut que tu sois champion de France. Ça, il faut que tu en telle année, il faut que tu rentres en équipe de France en telle année. Et puis voilà, après ça a suivi son chemin. Il y avait vraiment des objectifs, une sorte de feuille de route à cocher, tu vois, des étapes et des paliers à passer. Ah oui, je pense que c'est important pour tout le monde. En vérité, quand tu œuvres vers quelque chose, à partir du moment que tu as une esquisse du dessin, tu dois être en mesure, une esquisse du dessin, ou moi j'appelle ça de l'arrivée, tu dois être en mesure de rapidement définir un itinéraire. Donc j'avais défini l'itinéraire, j'avais réfléchi dans un premier temps purement dans le sanda, j'avais réfléchi à comment essayer de atteindre le haut niveau dans le sanda. Du coup, j'ai intégré l'équipe de France, j'ai fait les championnats du monde, et c'est après que la passerelle est venue. Mais oui, j'étais obligé de définir un itinéraire, parce que sans ça, je pense que tu peux vite te perdre en route. Ok, et le MMA, ça arrive quand dans tout ça? Bien après, ou déjà sur la fin du sanda, tu te dis peut-être que dans ce sport-là, j'ai un avenir un peu plus certain, où il y a quelque chose à faire? Franchement, le MMA, il tombe comme ça. Ça tombe. J'y avais pas spécialement pensé. C'était une transition que lorsque tu fais du sanda, est un peu logique, tu vois. Tu te dis, là, j'ai pied, poing, emmené au sol. Ça veut dire qu'il manque coup de genou et un peu développer le sol, mais ça crée déjà un bon bagage pour faire une transition vers le MMA. Donc c'est dans un coin de ma tête, mais en vérité, c'était pas une priorité. Comment le MMA arrive dans ma vie? Il arrive parce qu'il y a une sélection qui est faite au Venom Training Camp, une sélection qui avait été menée par Daniel Warin à cette époque, mon ancien entraîneur. Il avait fait cette sélection, et je m'étais dit pourquoi pas, par curiosité, je vais voir ce que je suis en mesure de faire. Et comme j'étais sûr de pas sûr de mon karaté, mais j'étais sûr de mon sanda, tu vois. Je me suis dit je vais voir ce que je peux faire avec mon sanda, et puis ça a plu, et puis l'aventure elle a commencé comme ça.
Ok, archi stylé ce que tu dis sur la détection, parce que tu vois, moi je suis un peu le MMA et tout, et on va pas se mentir, il y a une petite équipe de cracks qui est sortie de cette sélection. Je pense à Mathieu Leto Duclos, Ouais. Benoît Saint-Denis, Il y avait Morgan à l'époque. Morgan Charrière. Il y avait exactement. Magui. Ok. Il y avait Alioune. Alioune, il tabasse les gens. Ouais, hein. ouais, Il y avait exactement. Alioune, il y avait Ilyes aussi. Ok. Ilyes, Comment ça très s'est passé ça? performant. Est-ce que toi tu les connaissais déjà un peu, tu savais qu'il y allait avoir Non. ou non, t'es juste rentré avec tes gants, tes protèges et tu Ouais. te dis bah, ça va cogner aujourd'hui. Pour être très honnête avec toi, à ce moment-là, je ne suis pas trop ce qui se fait en MMA. Ok. À ce moment-là, voilà, les gros noms résonnent. Mhm. Je suis l'actu, mais je suis pas dans les petits papiers. Je connais très peu de noms. Donc quand j'arrive, je sais pas que Ilyes a déjà le palmarès qu'il avait à ce moment-là. Je sais pas que pareil, Alioune est déjà bien lancé dans le game et tout. Mhm. Donc je les connaissais pas avant et c'est après cette sélection-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au haut niveau comme au moins haut niveau pour maintenant après une fois que tu baignes dedans, tu vois. Ouais. Donc après c'est là je me suis documenté un peu plus pour savoir qui étaient les cracks du moment et les prospects à venir. Ok. Mais au moment où je les rencontre, voilà, je Ouais, sais non, pas c'est que Morgan a déjà plus de 10 combats, même à ce moment-là, il en avait peut-être déjà même bien plus. Voilà, je les connais de loin, mais ouais, c'est beaucoup de personnes de cette équipe-là aujourd'hui sont sur vraiment les feux des projecteurs. Ok, archi stylé. Et tu vois, j'ai l'impression que ta carrière MMA, en vrai, elle allait très vite. Tu vois, parce que Ah tu n'as ouais. que 8 combats aujourd'hui. Tu combats déjà à l'Octagone, qui est une grosse organisation en Europe de l'Est. Tu vois, il y a le KSW et pour moi, à côté, il y a l'Octagone. Tu es déjà très bien ranké à l'Octagone. Mhm. Et même avec une petite défaite qui t'a freiné, et on en parlera ça après. Ton premier combat, tu le fais au Lion FC, si je ne me trompe Exactement. pas, sur la même carte que Benoît. En On plus. fait notre premier combat ensemble. Ok. Ouais. Et est-ce que toi, tu as l'impression aussi que ça allait super vite au final? Ouais, en fait, moi, j'ai pas la sensation que ma carrière elle allait vite parce que j'ai quand même eu 2-3 petites bricoles. Je me suis cassé le bras à un moment, Ok. donc ça m'a beaucoup retardé. Cette défaite-là qui arrive après une série de 3 victoires, elle m'a aussi vachement freiné. Donc, il y a eu beaucoup de combats aussi où les dates ne pouvaient pas matcher à un moment où on me les proposait. Ok. Donc je trouve que pour ma carrière, mon ascension, elle arrive que maintenant. Pour le coup, comme tu l'as dit, bon, ça n'a rien à voir, c'est incomparable, hein, mais le nombre, j'ai déjà fait, j'ai fait 8 combats. Ouais. Potentiellement 8 combats. Comme tu as dit juste avant, j'ai commencé ma carrière en même temps que Benoît, qui lui en est à peu près à 14. Donc en termes de nombre de combats, j'ai pas eu une fréquence, j'ai pas combattu beaucoup. Après, pour le coup, Benoît combat beaucoup. Mais ouais, il a ce truc où il combat beaucoup. Mais voilà, j'ai que 8 combats en 4 ans de carrière. Ça fait une moyenne de 2 combats année. C'est pas ouf. Non, c'est vrai que dit comme ça maintenant et mis en perspective, c'est vrai que c'est pas énorme. Ouais. Mais quand je dis aller vite, tu vois, c'est que très rapidement, pour moi aujourd'hui, tu peux prétendre à la ceinture lightweight de Ouais. l'Octagone. Tu vois, c'est en ça que je me dis, c'est aller vite. Donc pourquoi ça allait vite? Donc pour répondre à cette question, ça allait vite parce que j'ai pas fait de création de carrière. En Ok. vérité, quand tu regardes mon Sherdog, j'ai pris que des gars qui systématiquement dans le début de carrière avaient 6-7 combats en plus que moi. Donc forcément, ça t'amène rapidement à avoir moins d'appréhension et puis ça te met directement dans des combats quand même assez durs. Aujourd'hui, on sait bien que l'expérience dans le MMA, je pense que ça va sur le podium des armes les plus importantes. Tu Ouais. peux être bien moins bon qu'un adversaire si tu es plus expérimenté que lui. Tes prises de choix et tes prises de décision, elles seront elles auront bien plus de sens. Et donc à partir de là, même si tu n'es pas très bon techniquement, ça fera de toi un adversaire déjà un petit peu dur, un petit peu solide, parce que tu auras toujours les bons choix. Donc potentiellement, tu pourras rapidement annihiler certaines stratégies mises en place et tout. Donc j'ai pris rapidement des gars beaucoup plus expérimentés, donc qui m'ont mis dans des retranchements, dans des combats où des fois j'avais du mal un peu à trouver la clé. Mais ça m'a fait mûrir vite, je pense. Je pense que ça m'a amené à maturité vite. Je suis loin d'être mature encore, hein. Franchement, ceux qui me connaissent de l'entraînement, ce que je montre ces temps-ci reflète à peu près 50%, 60% de mon niveau. Ok. Je mets pas très peu de séries. Je suis encore sur des coups uniques parce que je suis très crispé. Donc il y a tellement d'axes d'évolution encore que, en vérité, ça allait vite, mais là, je sens que c'est bien parce que je vais commencer à avoir des formes d'adversité qui vont justement me permettre encore de mûrir beaucoup plus vite. Ok. Donc,
C'est Ouais, peut-être non, ça qui donne. c'est intéressant ce que tu dis sur l'expérience, sachant que même l'expérience du ring, en vrai, ça joue. Ah ouais. Tu vois, parce qu'à l'Octagone, tu combats, mine de rien, dans des grosses salles. Là, je digresse un peu, tu vois, sur ce que j'ai prévu. Qu'est-ce que ça fait, tu vois, d'aller combattre devant des 20 000, 15 000 personnes, alors que toi, mine de rien, t'as pas tant de combats que ça, tu vois. Et tu tombes Ouais. face à des mecs qui en ont, allez, 5, 6 de plus, et qui, Ouais. eux, ont cette habitude-là d'avoir du Caucase bourré dans les tribunes et prêt Ouais. à soutenir les mecs de chez eux, tu vois. Ouais, il y a une énergie de ouf. En vérité, dans leur salle, il y a une énergie de ouf. Voilà, bon, j'aime pas nourrir des stéréotypes, mais j'ai l'impression que plus tu pars vers l'Est, plus l'alcool, plus les gens aiment l'alcool et aiment abondément l'alcool. Ouais. Donc, du coup, il y a vraiment une ambiance de fou. Ouais, une grosse Ouais, ferveur, en vrai. une grosse ferveur. Par contre, il y a beaucoup de respect, ça qui est bien, parce qu'ils ont ce respect des combattants. Pour eux, les combattants sont un peu, façon de parler, mais des demi-dieux, tu vois. En mode, donc, ils ont vraiment ce respect du combattant, et du coup, c'est bien. Après, voilà, moi, je vais en terre hostile, c'est tout ce que j'aime. Hein. Moi, j'aime bien être outsider, j'aime bien quand je suis là où on ne veut pas que je sois et que je fasse ce que j'ai à faire et que je m'en aille. Donc, ça me galvanise. Aujourd'hui, ça me galvanise. J'ai jamais encore combattu en France, donc je ne peux pas encore savoir ce que c'est que d'avoir le public qui scande mon prénom. Peut-être que ça galvanise plus et que je parle pour le moment avec Ton expérience à toi. voilà, mon expérience à moi. Mais en tout cas, j'aime bien aller en terre hostile. J'aime bien aller prendre des Allemands en Allemagne. Ok, lourd. Et est-ce que tu as une arène là, préférée sur les derniers combats, un endroit qui t'a fait plus kiffer qu'un autre? Bah, l'endroit que j'ai le plus kiffé, c'est le dernier événement de l'Octagone, c'est systématiquement à Prague, dans l'O2 Arena de Prague. C'est une belle, c'est leur événement phare, c'est le dernier événement de l'année. En général, ils le font entre le 25 et le 31. Et donc, du coup, c'est leur truc phare. Donc, cette arène-là, elle est bien. En plus, l'hôtel qui va avec, c'est un très bel hôtel. Et quand tu arrives là-bas, ben, ce qui est bien, c'est qu'ils ont l'habitude de toujours faire là au même endroit chaque année. Donc, l'organisation, elle est royale. Tout glisse. Tu n'as même pas besoin. Tu poses ton cerveau le jeudi en arrivant. Tu le récupères le dimanche. Tout est passé nickel. Tu n'as même pas eu besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Ok, archi stylé. Moi, ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est ton rapport à l'échec, entre guillemets, et aux freins qu'il y a pu avoir dans ta carrière. Tu vois, comme je t'ai dit, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait une petite compétition championnat du monde de Sanda, où il y a un petit goût amer, mais j'ai l'impression que ça t'a pas freiné. Tu vois, pareil pour ta blessure à l'avant-bras, c'était une blessure en moto, si je dis pas de bêtises. Ça t'a pas freiné non plus. La défaite contre Mathéus, quand je vois tes 2 dernières sorties, je vois surtout sur la dernière, je vois un mec qui est prêt, quoi, qui reset. Je remonte dans la cage et on avance, on continue d'avancer. Est-ce que tu peux me parler de ton rapport à l'échec à toi et comment tu le perçois? Ok. Bah déjà, mon rapport, quand j'échoue, faut que je trouve la solution. Faut que je trouve déjà le problème. Après, une fois que j'ai identifié le problème, faut que je trouve la solution. T'as bien cherché t'as bien fait tes recherches parce qu'il n'est pas facile à trouver le combat de Sanda au championnat du monde. Donc t'as dû bouffer des heures et des heures de combat. Les Rêveurs Podcast, les amis. Non, mais bien joué, t'as fait un bon travail. Ouais, très frustré parce que j'arrive sur ce combat-là. C'est le premier tour. Je prends le champion en titre. À ce moment-là, je suis très stressé. Pour moi, c'est ma vraie première échéance. C'est vraiment, c'est la première fois que je sens et je ressens le besoin de performer vraiment, tu vois. Donc, et d'aller chercher mes tripes. Et sur ce combat-là, j'ai pris quelques mauvaises décisions, justement, dans ma gestion de mon Sanda. Donc, je me fais sortir au premier tour par le champion en titre, qui ensuite allait en finale. Et il me semble qu'il a fait le vice-champion. Donc, très, très, très grosse déception. Surtout qu'au final, j'ai fait plus de voyages que je n'ai fait de combats. Hein, parce que, bon, les combats de Sanda, c'est maximum... Hein, Comment ? C'était en Russie, hein, C'était en Russie, ouais. Les combats de Sanda, c'est maximum 3 rounds de 2 minutes. Donc, c'est très succinct, c'est beaucoup de préparation pour 6 minutes et à élimination directe. Donc, du coup, très, très frustré de ce qui se passe là-bas. Cependant, en plus je revois le combat et plus je me dis... je me retrouve un peu dans la même situation que je me retrouve à MMA. Je ne sais pas si tu as vu, je le connecte toujours avec la même gauche. Je le connecte, il titube un petit peu. Et derrière, il cherche beaucoup à me pousser, à m'emmener sur l'extérieur de la plateforme. Parce qu'en Sanda, dès lors que tu tombes 2 fois de la plateforme, tu as perdu d'office le round. Donc, je me retrouve un peu dans cette situation comme en MMA où on vient me coller, on veut absolument me coller à la cage. Là, on voulait absolument me sortir de la plateforme.
il gagne son combat, il fait une bonne compétition. Là, j'ai un petit peu la haine. Je rentre à la maison. Mais sur ce combat-là, je suis déjà tellement fier d'être allé jusqu'au championnat du monde que j'arrive à prendre du recul sur l'échec. J'arrive à me dire que bon, ça reste quand même le champion du monde au premier tour. Et le premier tour, pour moi, je pense que ceux qui font des tournois le sauront. Je pense que le premier combat, c'est vraiment le plus dur. Tu rentres dedans, c'est le tout premier. Et puis après, tu es dans un tournoi, tu sais que tu vas enchaîner des combats. Et du coup, tu relativises. Dès lors que tu as passé le premier, tu te dis, allez, c'est bon, il ne reste plus que 3 ou il ne reste plus que 4. Et moi, j'arrive très stressé sur un gars qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Donc à ce moment-là, j'arrive à rapidement relativiser. Je me dis, bon, c'est comme ça, en vérité, c'est comme ça. En 2 minutes, en 4 minutes, tu as réussi à le toucher, tu as réussi à le sonner. Bon, ça aurait été. C'est comme ça que je me réconforte en me disant, ça aurait duré un peu plus de temps. Mais bon, je rentre à la maison quand même très frustré. Ensuite, je me casse le bras. Grosse frustration aussi. Parce que là, j'étais dans une forme aussi d'un peu d'ascension. Quand je me casse le bras, que je dise pas de bêtises, je sors du combat contre Pavol Langer, qui est un gars expérimenté qui ensuite a été champion intérim et qui a joué la ceinture contre Vemola. Donc, je sors de ce combat-là et tout le monde est surpris. Wow, les Tchèques, ils avaient mis ce mec-là pour me dominer, pour m'emmener au sol, me faire tout plein de trucs. Il a rien fait de tout ça. Il a même fait un beau vol plané. Je lui ai fait faire un Air France Joric. Du coup, il a fait un beau vol plané. Et je sors de ce combat-là, je me sens bien parce que je me dis, waouh, ce que j'ai réussi à faire à un mec qui, à ce moment-là, a 15 combats, je crois, 15 ou 16 combats. Donc, je suis en pleine confiance. Derrière, on me propose un combat, on me propose de me refaire combattre rapidement. Je me casse le bras, plusieurs mois se passent. Et c'est à ce moment-là que je fais mon retour contre Xvor. Et c'est à ce moment-là que je fais mon retour en décembre. Et là où je gagne par un KO en 38 secondes. Je vous invite à aller le regarder d'ailleurs. Très, très beau KO. Merci. Et du coup, là, je pense qu'en fait, ce qui me permet de ne pas lâcher, c'est qu'en vérité, j'ai tout mis là-dedans. Je me dis, j'ai pas le choix, il n'y a pas de plan B en fait. Il n'y a pas de plan B, donc je me casse le bras. Je ne suis pas en train de me dire, waouh, est-ce que mon bras, est-ce que ça va le faire? Je suis en train de me dire vivement qu'il se répare parce qu'il faut que j'y retourne. Sinon, il n'y a rien d'autre. J'ai nourri aucun gros autre projet. Ouais. Donc en vérité, c'est ça qui m'anime. Je pense qu'il y a des moments, si j'avais réfléchi à me dire que ça reste secondaire et qu'il faut que je fasse un projet annexe parce que parce qu'on ne vit pas de ça, à tout moment ça peut se finir, je n'aurais pas eu cette détermination. Moi j'ai tout misé là-dedans et je me dis qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle qui se met au travers de mon chemin, il faut que je le balaye rapidement et que je fonce tout droit vers la sortie, vers la lumière. Donc, et t'as raison. Donc voilà, après la défaite contre Mathéus, elle est un peu plus amère. Celle-là, pour le coup, elle est très amère. Celle-là, elle est très amère parce que ça reste un truc. Un peu moins aujourd'hui, c'est sur le Tapology, donc tu la vois, elle est là, tu la vois, tu sais que c'est un écart. Elle est amère déjà dans la première parce que tout ce qui entoure ce combat-là, ça se passe pas très bien. Okay. Donc, que ce soit la préparation, l'avant-fight et tout, ça se passe pas super bien. Je suis pas dans une bonne énergie. J'arrive à ce combat-là. L'énergie globale n'est pas la même, n'est pas celle que j'affectionne le plus. Je fais ce combat-là. Déjà, il faut savoir que ça a été un short notice de dernière minute. De base, je devais prendre un gars de chez eux qui était un combat très compétitif, ce que j'aimais bien parce que en fait, je suis quelqu'un, j'ai besoin de challenge. À partir du moment que j'aborde un combat sans me dire que c'est un combat où je suis censé perdre, j'arrive avec moins de hargne. J'ai la hargne, j'ai la dalle, mais j'arrive avec moins ce truc. Je suis un homme de challenge, c'est-à-dire que un peu à l'instar, je le renvoie un big up parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, à l'instar de Benoît. On peut m'envoyer du lourd, envoyez-moi les meilleurs athlètes que vous avez, le challenge il est là. Va falloir que je me prouve, et quand je me prouve, c'est là que je suis le plus performant. Donc j'arrive sur ce combat-là qui est un short notice d'un gars qui a pris le combat le mardi pour le samedi. Okay. Donc jusqu'au mardi, je savais pas si j'allais combattre. J'arrive là-bas, le combat se fait, je suis dans une énergie je suis très en colère. Sur ce combat-là, je suis en pétard, vraiment, dans le sens où même ça se ressent dans mon quand t'écoutes, quand je tape, genre je suis vraiment dans des cris de j'ai la rage, j'arrive avec envie de taper fort. Je suis pas dans ce combat-là, je suis pas dedans. En vérité, je suis pas dedans.
tout ce qui a gravité autour a fait que j'étais pas dedans. Mais néanmoins, j'arrive en dominant l'adversaire. Je le domine plutôt bien. Et voilà, une mauvaise erreur, un coup que j'ai pas vu venir. Et je pense que c'est vraiment le fait que je l'ai pas vu venir, vu que le coup, il avait une trajectoire peu orthodoxe, qu'on retrouve, qui n'est pas à apprendre dans les salles de boxe. Mais bon, il a fait son taf, ça a fait l'effet. Et je l'ai pas vu. Je prends cette droite-là, je m'allonge. Je sors du combat, quand je reprends connaissance, je suis lucide. Je sais que le combat, on me dit que le combat est fini, mais derrière ça, je suis quand même très lucide. Je sais ce qui se passe et tout. Je sais ce qui s'est passé. Je sais à quel moment ça a décroché. Je suis très frustré. Mais du coup, après ce combat-là, ça me permet de faire vraiment le point. Genre, je rentre chez moi et je fais le point avec moi-même. Parce que à ce moment-là, je me dis, voilà, ce qui est arrivé là, c'est jamais anodin. C'est jamais anodin. Et je crois tellement en la vie que je me dis, si la vie a mis ça sur mon trajet là maintenant, c'est qu'il faut que je puisse essayer d'en prendre les bénéfices, de me poser, de pouvoir en tirer le mieux pour moi. Mais je me dis pas que en fait, c'est pas une défaite où je me dis, wow, je suis mauvais, c'est pas pour moi. J'étais en train de tabasser le gars. Franchement, il m'a envoyé un coup de bête perdu. Il m'a envoyé de bête blessée. Tu vois, vraiment le coup du désespoir. Il est même venu me voir à la fin du combat. Ça. Il m'a dit, waouh, je l'ai échappé belle et tout. Ah ouais, Il m'a vraiment dit ça. Il m'a dit, ouais, super et tout, t'es chaud et tout, je l'ai échappé belle. Donc il savait, il était déjà bien touché et que potentiellement, voilà, lui-même, il a été surpris. Ouais. Donc en vérité, ce combat-là, il me blesse pas dans mon ego. Donc c'est ça qui me permet de vraiment me poser, et de relativiser et de me dire, voilà, t'es pas mauvais, mais là, il s'est passé un truc, c'est pas anodin, c'est pas anodin ce coup-là, c'est pas pour rien ne se passe pour rien. Donc je me pose et c'est à ce moment-là que je réfléchis à beaucoup de trucs et de fil en aiguille, après, je fais la transition vers le Mamoudi Gym. Ok, ben, tu vois, là, ça m'arrive souvent en plus dans les podcasts que les invités trouvent la trame du truc. Ouais. Je vais parler de Nico directement. C'est lui qui t'a accompagné sur tes 2 dernières sorties. Ouais. Je sais que c'est lui aussi qui t'a accompagné sur ton BPGEPS, si je dis pas de Ouais. bêtises. Ah, Mais t'en sais beaucoup, toi, hein. Waouh. Les Rêveurs Podcast, les gars. Faut que je fasse les attention à Rêveurs Internet, là. Hein. Ah, je te jure. Et ben, moi, j'aimerais savoir c'est quoi ta relation avec lui et comment vous êtes venu à cette collaboration, sachant que, comme je t'ai dit, le tout premier épisode de mon podcast, c'est avec lui que j'ai fait. Donc Ouais. c'est un mec que j'affectionne énormément. Big up à toi, Nico, d'ailleurs, si tu passes par là. Voilà, comment la collaboration elle s'est créée et comment vous en êtes venu à là, justement. Du coup, comment elle s'est créée? Je te dirais de fil en aiguille, en vérité. Je suis très branché énergie. Je suis très branché feeling, sensation, énergie. J'arrive vite à savoir quand ma place, elle est pas j'arrive vite à sentir quand mon énergie ne coïncide pas avec une autre énergie. Faut savoir que Nico, comme tu as dit, de base, quand on apprend vraiment à se connaître, c'est quand j'intègre la formation de DU, de préparateur physique. J'ai fait un diplôme universitaire de préparation physique. Et à ce moment-là, c'était mon référent de stage, c'était Nicolas. Donc c'est lui qui gérait mon stage. Donc à partir de là, on commence à travailler ensemble. Premier truc que je me dis, ce qui me surprend dans un premier temps, parce que je le connaissais déjà de nom, je savais très bien qu'il travaillait au MMA Factory à ce moment-là, que c'était le préparateur physique et quelquefois le head coach de certains combattants. Donc forcément, déjà quand j'arrive en stage, on est amené à parler d'MMA. À ce moment-là, je suis dans la team Venom, c'est le début du projet. Donc on parle pas mal d'MMA. Et déjà, le premier truc qui a fait que je pense qu'il a nourri aujourd'hui la collaboration qu'on mène, c'est son éthique de travail. Il a vraiment une éthique de travail de ouf. C'est un gars qui est carré. C'est carré, tu t'emmènes à un point B, il s'est expliqué le trajet, il s'est expliqué l'itinéraire, et c'est très carré. Donc à partir de là, comme j'avais déjà travaillé avec lui, quand je pensais à ma suite dans le MMA, j'ai rapidement pensé à lui parce que je me souvenais de ces années, ou de ces 2 années, parce que j'ai fait 2 ans avec lui, parce que la première année, j'avais beaucoup de combats, donc j'ai pas pu bien gérer mon DU. Et donc, je me suis vraiment dit, en fait, il travaille bien, tu sais qu'il travaille bien, donc teste, pourquoi pas, teste. À ce moment-là, lui, il est passé au Mamoudi Gym, il est en train de développer sa section MMA, donc c'est naturellement que je lui ai envoyé un message et que je lui ai demandé de passer au Mamoudi Gym pour m'entraîner un petit peu. Et du coup, je commence à un petit peu parler avec lui, un petit peu avant le combat un petit peu avant que je prenne le KO à l'Octagone. On parlait un petit peu de nature, on a toujours
on est toujours resté en contact, mais on parlait vraiment d'MMA au moment, un peu avant le combat. Après, le combat, il se passe mal, et derrière ça, je commence à aller un petit peu au Mamoudi Gym, et c'est comme ça, de fil en aiguille, que ça s'est fait. Putain, archi stylé que ça se passe comme ça et d'être un peu dans les coulisses des négociations, entre guillemets. En fait, tu es passé déjà, tu as eu 2 très bons entraîneurs, si on peut le dire. Ouais. Enfin, moi, je sais que Nicolas, voilà, je le porte tout là-haut et je pense que dans le futur, les gens comprendront à quel point il est fort dans ce qu'il fait. Et pareil avec Daniel. J'aimerais te demander, c'est quoi la suite maintenant? Tu vois, là, tu es sur 2 belles sorties, surtout la dernière. Moi, j'ai beaucoup aimé ton dernier combat. Sachant que je me suis baladé un peu sur le site de l'Octagone, tu es ranké 7e aujourd'hui, 7-6e. Sachant que les mecs devant toi, tu les as battus. Tu vois, je pense à Langer que tu as battu, il est ranké devant. Xvor que tu as descendu, il est ranké devant. C'est quoi un peu la suite pour toi? Est-ce que c'est objectif ceinture? On sait qu'il y a des one-shots qui se font dans certaines organisations, notamment le PFL. L'UFC va revenir à Paris bientôt. Est-ce que c'est un truc qui est dans ta tête? C'est quoi un peu les projets? Ouais, en fait, je pense que c'est dans la tête de tout le monde, l'UFC. C'est dans la tête de tout bon combattant qui commence une carrière sérieuse. J'en ai un petit peu parlé à ma dernière interview à La Sueur, quand j'avais fait il y a 1 an, de mon désir du UFC à l'époque. Aujourd'hui, il est toujours là, mais je sais à quel point il peut être aujourd'hui là devant toi et demain à des années-lumière. Donc, oui, c'est dans un coin de ma tête, mais je travaille, dans un premier temps, là tout de suite, je préfère travailler à gagner mes combats. Et surtout, dans le premier gros step dans lequel je veux me projeter, c'est de pouvoir concrétiser chaque fois que je descends, que je knock down quelqu'un, que je puisse en faire un knockout. Parce que c'est ça aujourd'hui. J'ai pas un bon ratio de transformation en knockout, donc, ou en TKO. Donc du coup, c'est ça mon objectif principal là, à court terme. Après, oui, évidemment, j'aimerais bien être sur la carte. J'aimerais bien être sur la carte de l'UFC Paris de fin septembre si possible. Mais du coup, il faut que merci, je touche du bois fort. Mais du coup, l'idée déjà dans un premier temps, là, c'est d'essayer de recombattre en juin, début juin, faire une belle prestation, une très belle prestation. Je pense que là, j'ai demandé un gros adversaire. J'ai demandé le vainqueur à la fin de mon combat, j'ai demandé le vainqueur du co-main event. Je ne sais pas si vous me le donnez, mais c'est Alexander Popek. C'est le numéro 1 en Allemagne. Il a fait le Contender Series. Il a perdu au Contender Series contre Jamal Hill. Donc c'est un gars qui est solide, c'est un gars qui est très solide. Donc moi l'idée là, si on me donne un big fish, si on me donne un gros poisson comme ça, c'est vraiment de descendre en juin et après croiser les doigts pour que mon manager fasse des pieds et des mains pour essayer de me faire rentrer sur quelque chose, si Dieu le veut, fin septembre. C'est tout ce qu'on le souhaite. De toute façon, ici, on est sur les Rêveurs Podcast. Comme je t'ai dit, le nom est dans le titre. C'est quoi un peu les rêves / objectifs de Jorik, même si tu en as parlé un peu? Est-ce que c'est, comme je vais me répéter, une ceinture à l'Octagone, un combat à Bercy? Est-ce qu'il y a des salles comme ça qui te font rêver, des combats qui te font rêver? Ouais, là, il y a... Là, ouais, ce qui me ferait rêver déjà avant tout... il n'y a plus trop de salles qui me font rêver parce qu'en vérité, quand tu es en France, ça reste sur du 20 000 personnes. Ça reste des salles que j'ai faites, en République tchèque ou en Allemagne. Donc la salle en elle-même, j'ai plus de salles qui me font rêver. L'organisation, oui, j'ai l'UFC qui me fait rêver. Pourquoi tu m'as parlé du PFL? Je pense que j'aurais déjà pu aller au PFL. Je pense que si le désir avait été, mon manager aurait déjà pu faire du forcing pour me faire rentrer au PFL. Là, pour le moment, on sait très bien qu'en général, passer au PFL, signer au PFL, c'est d'une certaine façon... pas faire une croix, mais accepter de prendre un peu plus le recul avec l'idée de pouvoir se projeter à l'UFC. Donc moi, j'avais envie de laisser ça en priorité. Donc l'Octagone, je suis bien loti, on m'aime bien là-bas. Donc je me suis dit, je vais rester là-bas pour pas me fermer les portes, des potentielles portes de l'UFC. Donc rêver, je rêve pas de salle, je rêve d'UFC. Mais surtout, là, comme je t'ai dit avant tout, là, je rêve dans un premier temps que tout le monde soit conscient que je descends des gens, je suis en mesure de descendre des gens très sérieusement. Et on n'entend pas beaucoup parler de moi ces temps-ci, mais ça arrive fort parce que j'estime ne pas avoir encore montré. Donc mon premier rêve, c'est qu'on sache qui je suis. Voilà, avant tout, qu'on sache qui je suis. Je te parle pas de notoriété, je te parle de performance dans la cage. Genre quand je rentre dans la cage, on se dit « Ah ouais, genre Jorik, il est comme ça là. » Ouais, c'est moi, c'est Jorik. Après, je pense que les gens qui regardent le savent. Tu vois. Après, comme tu as dit, c'est la conversion maintenant. On sait que tu descends les gars. Tu vois, genre, même Sébastien Heil,
Il en prend 2-3 dans le combat. Tu te dis, heureusement que c'est solide. Tu vois. Je pense que moi, je prends les mêmes. On me retrouve sur le brancard bien avant la fin du 3e round. Tu vois. Mais ouais, non, on te le souhaite et je pense que tu vas travailler pour et j'ai aucun doute là-dessus. J'ai vu que tu avais été le sparring de Nassour pour son dernier combat à l'UFC. C'était quoi un peu l'expérience Une bonne expérience. En fait, j'intègre le camp de Nassour. On commence, donc Nico me dit ouais, passe et tout. Tu vas tourner un petit peu avec Nassour, mais vas-y, t'inquiète. Il y aura un switch et tout, parce qu'à ce moment-là, je reviens de mon combat. Moi, quand j'ai combattu en novembre, je reviens du combat contre McDonald's. Et du coup, je suis un peu hors combat. En plus, j'avais des blessures au tibia et tout. Donc, j'ai pris un peu de poids. Et du coup, boum, j'arrive. Forcément, expérience de ouf. Je me fais tabasser. Et tout. Nassour en pleine bourre. Mais pareil, il m'oblige à me remettre rapidement dans le sérieux, tu vois, parce que je savais que les vendredis allaient s'enchaîner. Donc, je fais le premier vendredi. Je rentre chez moi, j'ai mal à la tête et tout. Je me dis, ah ouais, non, putain, c'est chaud là. J'ai mal à l'œil parce que j'ai pris un coup. Et quand tu prends un coup à l'œil, tu réagis mal à la lumière et tout. Donc, je suis comme ça tout le week-end. Je me dis, ah putain, vendredi prochain, il faut remettre ça et tout. Je vais m'entraîner la semaine et puis je me pose le jeudi soir et tout et je me dis mais mon gars là c'est à ça que t'aspires en vrai, c'est à ça que t'aspires, donc demain retourne-y et puis petit à petit fais le nécessaire pour que chaque vendredi tu puisses lui proposer une meilleure performance. Et du coup ça m'a permis de me remettre en selle, du coup à refaire attention à ce que je mangeais, me remettre un peu dans un petite condition de camp, donc à ce moment-là c'est bien parce que ça me redynamise. Et donc du coup les vendredis s'enchaînent, je prends toujours des coups, hein, mais j'en prends un peu moins, j'en prends un petit peu de moins en moins. Mais belle expérience et en fait j'ai pu mettre une forme d'intensité que je mets jamais à l'entraînement. Et du coup, ça m'a un peu ouvert les portes sur certaines façons ou certaines modifications que je pouvais apporter à mon entraînement pour être un peu plus incisif. Mais c'était une belle expérience, c'était tellement une belle expérience qu'à un moment, je suis dans le combat. Tu peux entendre Nico, je crois que c'est à la fin du premier round, je le cadre, il me dit accélère, repense au sparring avec Nassour. Et franchement, je t'invite à aller réécouter ce combat. Au moins, tu vas entendre, tu vas dire, il dit ça, repense au sparring avec Nassour, parce que il sait très bien ce que ça anime. C'est avec Nassour, si t'essayes pas de te démener tu te fais allumer. Et tous ceux qui sont tournés avec Nassour, ils savent, Nassour il allume quand il faut, Nassour il allume. Donc c'est bien parce que ça m'a amené une autre forme d'une autre intensité d'entraînement. Et du coup c'est bien parce que le problème c'est que quand je suis lourd, comme je suis assez lourd, la plupart du temps quand je suis en salle, j'essaie de travailler technique parce que je me suis toujours dit que la technique gagne toujours sur la force. Et en fait j'ai tellement pris cette habitude à travailler technique avec des gars plus légers. Tu vois, je tourne des fois avec des gars qui font 60 kilos, des fois qui font 70 kilos et on arrive à tourner très technique. Et du coup ça annule un peu ce facteur force que tu n'utilises pas énormément. Donc quand tu te remets à l'utiliser, forcément ça pompe différemment sur le cardio et c'est des sensations qu'il faut que tu sois en mesure de savoir bien gérer, hein, parce que c'est celle que tu retrouves dans le combat. Donc c'était une belle expérience, ça m'a beaucoup apporté. Ok, d'ailleurs on dit Nassour, c'est Nassour Dinimavov, tu vois, moi j'ai dit Nassour comme si je le connaissais, toi je le connais pas moi, donc pour préciser pour les gens. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres mecs comme ça qui en sparring t'ont un peu impressionné, où tu t'es dit ok, là c'est sérieux, tu vois. Je sais que forcément, tu as dû tourner un peu avec Benoît, vu que vous étiez à la team ensemble. Ouais, nous on a grandi ensemble. Okay. Donc, on a grandi ensemble. On a grandi dans le milieu du MMA, dans l'entraînement, dans la forme d'entraînement, on a grandi ensemble. Quelqu'un qui m'a vraiment impressionné quand j'ai tourné avec lui. Même pas forcément MMA pur, hein, tu vois, même en grappling ou pied-point, etc. Tu vois. Après ça remonte à un petit moment. En pied-point, c'était dans les débuts c'était à 4 ans et demi, ouais. J'étais parti tourner dans le sud avec Susperigui. Hippo, c'est un gars du Glory.
Et c'était un petit moment. Et ouais, il m'avait impressionné. À ce moment-là, c'était la première fois que je faisais du sparring un peu avec quelqu'un de très haut niveau en pied-point. Et ouais, j'avais pris une belle volée là-bas aussi. Et du coup, il m'avait un petit peu impressionné. Je sais pas, voilà, aujourd'hui, je sais pas si, vu que j'ai beaucoup travaillé d'ici là, si ça pourrait être aussi impressionnant. Mais là, à l'heure actuelle, avec le niveau que j'ai actuellement, le dernier à m'avoir impressionné, ouais, c'est Nassourdine. Ok. C'est Nassourdine, là, comme ça, ça va peut-être me revenir dans le podcast, mais ouais, là, comme ça, il n'y a pas. C'est Nassourdine où tu t'es dit. Est-ce que tu t'es dit, genre, ah ouais, le niveau UFC, c'est ça? Et... au-delà de me dire le niveau UFC, c'est ça, je me suis dit, le top 10 UFC, c'est ça, ouais. Ça veut dire que, voilà, ça représente quand même. Il fait pas même partie des 10 athlètes les plus chauds de la Terre, quoi, dans sa catégorie. Donc, oui, ça permet de te recalibrer et de te dire, OK, il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais il n'y a pas eu que du mauvais. Hein. Il y a eu du bon. Et sur certains trucs, je me suis conforté. Dans certaines situations, je me suis dit, dans cette situation-là, ça va, je suis pas trop mauvais. Sûr. Du coup, je pense que ça t'a donné. Enfin, là, je fais la psychologie de comptoir, tu vois, mais ça donne beaucoup de confiance en soi, tu vois, de se dire que tu prends des coups, mais tu arrives à en rendre aussi. Tu arrives à placer des techniques où tu es bien. Et comme tu as dit, te mettre in shape, de retourner dans ce mindset de là, on s'entraîne sérieusement. Tu vois. Ouais, vraiment, parce que c'est un petit peu ça. Moi, j'ai le laisser aller facile après les combats. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai besoin d'avoir un calendrier de combat très, très fourni pour que quand je quitte un combat, je puisse me dire directement, non, il y a un objectif, remets-toi dedans, clac. Parce que, et du coup, c'est pour ça. Mais moi, je resterai sur Nassour. Je garderai pour le moment le. C'est une réponse qui me va. Hein. Honnêtement, je ne vais pas me plaindre de ça du tout. J'aimerais enchaîner sur ton style de combat. Tu vois, parce que tu es un lightweight. Light heavyweight, excuse-moi. 93 kilos, mais tu es quand même très, très fluide, tu vois, sur tes déplacements, etc. Et tout. Je pense que ça vient du Sanda beaucoup. Est-ce que c'est un truc que tu as travaillé en regardant d'autres athlètes, ou c'est un truc qui t'est venu assez naturellement par rapport à tes prédispositions naturelles? Il y a un peu de prédisposition naturelle et je sais pas si on peut appeler ça des prédispositions naturelles. J'ai toujours fait des sports avec des changements d'appui puissants. Basket, faut savoir être aérien, faut savoir changer d'appui très puissamment. Ensuite, la BF, t'es très sautillant, donc pareil. Sanda, pareil, t'es très sautillant. Donc je pense que c'est les choix de sport très explosifs que j'ai fait qui m'ont amené, je pense, cette typologie musculaire. Maintenant, il faut savoir qu'à chaque fois d'entraînement, j'essaie de tester des trucs. Tu sais, je vais pas à l'entraînement pour aller à l'entraînement. Je teste des déplacements, je teste des feintes, je teste tout plein de trucs. Donc, je pense que j'ai construit mon style vraiment au cours des entraînements, dans le sens où dès que je teste un truc, si ça fonctionne pas, si je fais une feinte de départ et que je vois qu'elle passe pas, ok, ça passe pas, ça passe. Donc je pense que c'est comme ça que d'entraînement en entraînement, j'ai pu affûter ma manière de me déplacer et affûter un peu mon jeu, le rendre atypique. Je pense qu'aujourd'hui, en light heavyweight, qui se déplacent comme moi, il n'y en a pas énormément. Là, je pensais à forcément Pereira. Tu vois, qui pour moi est une référence. Je ne trouve pas aussi aérien. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il est pas bon. Attention, là, que les gens ne m'attaquent pas, etc. Tu vois, mais c'est vraiment il y a un truc, tu vois, très sautillant, comme tu as dit, très bondissant. Et c'est ça la question que j'avais. Est-ce que c'est un truc que tu as travaillé ou c'est du feeling? Non, je pense que ça me vient comme tu l'as dit, du Sanda. Ce style de beaucoup sautiller, ça me vient du Sanda. Maintenant, il faut que j'essaie d'en faire quelque chose parce que être sautillant, c'est aussi passer beaucoup de temps en l'air, entre guillemets. C'est pas du temps dont tu peux faire quelque chose. Donc là, maintenant, je suis en train de mener un travail et tu dois déjà pouvoir le voir ne serait-ce que le combat entre McDonald's et le combat contre Hill de ce week-end. J'essaie de m'ancrer plus. J'essaie d'être aérien quand il se doit. Et quand je dois vraiment taper, trouver mon tempo où je m'ancre, je tape et je redeviens aérien. C'est un peu ça maintenant le travail qu'il faut que je fasse parce que j'ai trouvé que je perdais vraiment en efficacité dans mes derniers combats sur mon striking à vouloir trop être aérien. Tu vois. Donc pour répondre à ta question, c'est juste pour faire le parallèle avec Pereira. Pereira, lui, style très ancré, mais qui est à l'image un peu de son palmarès. Beaucoup de KO. Quand tu es ancré, voilà, tu es bien, tu peux faire de meilleurs transferts de poids, il y a très peu de gâchis. Donc, j'ai pas envie de quitter ce style aérien-là parce que j'aime l'idée de ne pas pouvoir me prendre de coups. Je prends très peu de coups en combat. Je sors des combats, la plupart du temps, je suis très très frais. Il a battu samedi, mercredi, il tourne un podcast. Normal, il faut ce qu'il faut. Et du coup,
Et donc, du coup, ouais, je pense qu'il faut que je trouve le juste milieu entre ça. Entre savoir être aérien, pas prendre de coups, mais savoir m'ancrer et taper fort. Et là, je commence à trouver le bon ajustement. Mais là, je descends les jambes, mais je ne les termine pas encore. Donc là, il faut que je fasse deux, trois petits réglages. Comme on a dit tout à l'heure, on te le souhaite, ça va venir. Yes. Est-ce que, tu vois, c'est un truc que toi, tu sens physiquement? Tu sais, souvent, on entend que les mecs qui ont du punch, Mhm. plus le combat il avance, plus le punch il descend, vu que tu es fatigué, etc. Ouais. Et je crois que c'est Mathieu Leto qui disait ça, que Jorik, justement, dans les premiers rounds, c'est un des mecs les plus explosifs qu'il y a en France ou même dans le monde. Tu vois. Je me souviens plus exactement de sa phrase exacte. Si je retrouve le clip, je le mettrai. Et il dit que voilà, dans les premiers rounds, ça cogne dur, c'est fort, c'est explosif, etc. Est-ce que toi, tu le ressens qu'au fur et à mesure que le combat il avance, tu as peut-être un peu moins de gaz, un peu moins de jus? Ah ouais, carrément. Hein. Toute grosse cylindrée qui dégage beaucoup de chevaux, consomme beaucoup d'essence. Hein. Donc ouais, je consomme, je crame. Ça aussi, c'est un objectif. Gestion de mon énergie. Ça, c'est un objectif qu'il faut que je mette en place, dans le sens où ça va avec le fait d'épurer un peu mon style et mes sautillements. Savoir trouver le juste milieu. Parce que oui, je pense que je peux tenir un bon gros round où je suis vraiment très 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 lucide et que je sens que je peux avoir le timing sur la moindre action, un peu à l'instar de ce week-end, tu vois. Après oui, c'est vrai que à partir du moitié de deuxième round, je sens que mon corps il se déplace plus pareil. Donc je bosse sur ma condition physique. C'est un truc que je fais énormément en ce moment pour essayer de pouvoir au moins offrir deux rounds de lucidité claire, d'explosivité propre, enfin d'explosivité, de percussion et de lucidité. Je pense que je commence à perdre un petit peu de lucidité au milieu du deuxième round, fin du deuxième round. Okay. Donc voilà, mais ça pareil, c'est un axe où on va bosser. Et là, je te dis ça aujourd'hui, mon prochain combat, ce sera déjà un truc qui sera gommé. Je serai déjà au milieu du troisième round. On l'espère. Du coup, pour les questions très axées carrière, rêve, on en a un peu terminé. Là, on va passer sur des questions un peu plus légères. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, tu vois, tout à l'heure, tu m'as parlé de challenge, tu es un mec de challenge. Si toi, tu pouvais choisir ton challenge, tu vois, s'il y a un adversaire, là, peu importe quelle organisation, juste pour ton plaisir à toi, de te dire, j'ai envie de me tester contre ce mec-là, est-ce que tu as un gars en tête? Un combat que j'aimerais bien, parce que je sais que déjà sur nos styles, ça donnerait des guerres, une grosse guerre en anglaise, des grands parpaings. Ce serait contre Jamal. Okay. Jamal serait une grosse guerre de parpaings. Tu vois, Jamal, il est très puissant, il a la main lourde, il est explosif. On est tous les deux un peu axés anglaise. Bon, j'envoie mes jambes, mais je les envoie pas plus que ça. Donc, je pense que ça donnerait une guerre atomique en anglaise. J'arrive à l'imaginer. Et est-ce que justement, tu as un petit prono là, pour son prochain combat? Son prochain combat, ça va être dur. Hein. Ça va être dur contre Pereira. Ça va être dur, mais je pense que des fois, on est surpris de voir que quand une boxe est peu orthodoxe, parce qu'il a quand même des angles qui sont très peu orthodoxes dans sa façon de boxer, je pense qu'il peut surprendre Pereira. Je pense qu'il peut surprendre Pereira en anglaise, surtout qu'on sait qu'il tape fort. On sait que c'est un gros light heavyweight, Jamal. Donc du coup, je pense qu'il peut créer la surprise et potentiellement, je dirais il la créera pas dans le temps, ça c'est sûr. Okay. Mais je dirais, un Jamal au deuxième round. Okay. Un Jamal au deuxième round sur TKO. Tu sais que je vais sauvegarder ça. Ouais, sauvegarde. Et on ressort-le quand ce sera fait. Exactement, je le ressortirai. Justement, en parlant de KO, est-ce qu'il y a t'as un souvenir d'un truc qui t'a choqué récemment? Tu vois, une performance qui t'a pas forcément époustouflé ou impressionné, où tu t'es dit ouf. Ah ouais, quand même. Là, le plus frais dans ma tête, ça reste la performance de Dustin Poirier, parce que je sais à quel point c'est dur ce qu'il a fait, tu vois. Pour pouvoir retourner avec Benoît et tout. Je sais à quel point ce qu'il a fait, fallait le faire. Voilà, fallait le faire. Donc sa performance, je veux dire, en date là, c'est celle qui m'a le plus qui m'a le plus impressionné. Ouais. Ok, stylé. Du coup, on va passer dans les dernières questions. Déjà, est-ce que tu as passé un bon moment avant qu'on boucle ça? Bah, bien sûr, c'était cool. C'est déjà fini là. Bientôt. Bientôt déjà. Ah ouais, ok. Tu me fais peur. Tu reviendras de toute façon. Bah oui, je reviendrai avec plaisir. Tu reviendras. Justement, voilà, si dans tes temps off de décontraction après combat, tu vas sur YouTube, tu tapes les Rêveurs Podcast, que tu regardes un épisode, qui t'aimerais voir dans ce fauteuil face à moi? Mais le trick de la question,
c'est que tu dois pouvoir être capable de me recommander l'invité et de l'amener ici. Tu vois, tu peux pas me dire, Ok. ouais, moi, je veux voir LeBron James, et tu rentres Ouais. chez toi Et tranquille. tranquille. Et je te laisse sur le tas. Ok. Moi, j'ai pas le bras assez long. Attends, qui peut t'emmener là, qui va te mettre bien et que j'aimerais bien voir ici? Que tu aimerais bien voir, ouais. surtout. Tu vois, c'est ça Mm, le truc que oui, t'aimerais oui, bien mais voir. quand je dis ça, en gros, je dis qu'il va te mettre bien, c'est dans le sens où qui va donner une discussion très, très profonde. Moi aussi. Tac, 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 que je serai en mesure de te recommander. Tu veux du milieu du MMA ou tout milieu confondu? Milieu du sport. Peu importe. Tu vois, moi, j'ai reçu des artistes, des producteurs. J'ai reçu d'autres médias aussi. Big up au gars de Money Time Podcast. Comme tu veux. Ok, ok. Bah tiens, moi, la personne que je serai en mesure de t'emmener là et qui saura t'emmener sa façon de penser, son entrepreneuriat, ça fera une belle discussion. C'est l'auteur de mon son d'entrée, Massa Banks, Ok. Faya. Mhm. Donc qui est un auteur-compositeur et entrepreneur qui a des formations, qui est dans le milieu un peu de la musique et tout, mais c'est très inspirant, parcours inspirant, et je pense que ça pourrait être fait donner une belle discussion. Ok, Massa Banks, big up à toi et on va se brancher. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils? Voilà, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as véhiculé là, c'est le fait d'avoir une passion et de te consacrer entièrement à ça, tu vois, de tourner ta vie vers ça. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, tu vois. Mhm. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes, tu vois, qui aimeraient persévérer, pas forcément dans les sports de combat, des Ouais. conseils un peu génériques pour leur dire, voilà, suivez vos passions, tu vois, sans être bête, forcément, de se donner cœur et âme dans des trucs où si ça ne te passionne pas plus que ça sert à rien. Mhm. Mais un peu de ton expérience à toi, ce qui t'a permis de te dire, bah ok, c'est ça que je veux faire, je me lance à fond dedans. Ok. Déjà, je pense que ce qui est important et qu'on néglige beaucoup souvent, c'est savoir s'écouter. Déjà, prenez le temps de vous écouter, les gars. Passez du temps seul, des fois. Prenez le temps de savoir ce que votre corps vous demande, ce qui vous fait vibrer. À partir de là, une fois qu'on a saisi ça, je pense que il faut être conscient que toute réussite, toute personne qui réussit, c'est de la performance. Toute performance mérite un plan, un process et beaucoup de sacrifices. Donc surtout, vous lancez pas dans le projet avant d'avoir défini l'itinéraire. On en parlait tout à l'heure là. Donc dans un premier temps, je dirais passez du temps seul et pensez à vous écouter. C'est dans ces moments-là que moi j'arrive des fois à trouver des réponses, mes réponses. Et à côté de ça, partez du principe qu'il faut toujours définir un bel itinéraire pour arriver d'un point A à un point B. Ok. Voilà, posez-vous, prenez une feuille, écrivez avec des objectifs à court, moyen et long terme très accessibles. Enfin, pas très. Il ne faut pas qu'il soit très accessible. Il faut qu'il soit accessible, même durement accessible, mais qu'il soit accessible. Et puis après, let's go, il n'y a plus qu'à suivre. Ok, lourd. Et cette histoire d'itinéraire, là, ça devient d'où? Comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'est une philosophie à toi? Est-ce que c'est un truc qu'on t'a transmis ou c'est un truc qu'avec le temps, ça marche pour moi? Let's go, tu vois. C'est quelque chose qu'on m'a transmis. De base, j'avais très peu... En fait, comment dire ça? De base, j'avais très peu d'éthique de travail. Après, voilà, je me suis un peu entouré. Tu sais, il y a eu la période sur le développement personnel qui a battu son plein. Donc, je me suis un petit peu tourné vers ça et j'ai mangé un peu d'informations sur quelle est une bonne routine de quelqu'un de performant. Et puis, c'est des discussions que j'ai en famille assez régulièrement. Okay. Et je pense que c'est surtout l'aéronautique. En fait, l'aéronautique, tu dois déposer une pièce. On te dit, pour déposer telle pièce, va regarder tel manuel. Tu regardes le manuel, il te dit, OK, pour déposer la pièce A, B, C, D, E, F, G, H, t'enchaînes les tâches, la pièce, elle est déposée. Ouais. Donc, ça m'a appris, dans tout ce que j'entreprends, à être conscient qu'il faut avoir un guide, un fil conducteur pour arriver aux tâches qui paraissent même les plus grosses tâches. Une fois qu'on a su tout bien fractionner et qu'on a suivi le chemin, même une grosse tâche, ça devient une tâche très accessible. Ok. Rien à ajouter là-dessus. Honnêtement, moi, c'est un truc qui me plaît, surtout l'image du dessin, et de se dire que voilà, je sais où je commence et je sais où je dois finir. Ouais. Et voilà, les étapes qu'il y a entre deux. Tu vois, souvent, les gens, ils se disent, moi, je vais arriver là. J'essaye d'arriver le plus vite possible là où je dois aller et peu importe un peu comment je vais y arriver, il faut que j'y arrive. Alors qu'en vrai, c'est
l'entre-deux qui est le plus intéressant. Et c'est ça Ouais. qui apporte le plus, tu vois, les étapes. Les étapes. Et En- d'ailleurs, en parlant de ça, je suis tombé sur une belle formulation de Thomas Loubersin. Je lui passe un big up. Un big up à toi, Thomas. Je me suis levé un matin, comme ça, j'ouvre les réseaux et j'entends sa phrase il faut que tu te lèves comme un sprinter. Donc, comme un mec qui envoie tout, qui donne tout ce qu'il a sur la piste et que tu t'endormes comme un marathonien. Dans le sens où, dans tout ce que tu entreprends, il faut que tu sois à 2000%. Mais quand tu te couches, il faut que tu sois conscient que, comme un marathonien, que le voyage, il est long, que la course, elle est longue. Donc c'était un beau parallèle. J'ai écouté ça, j'ai dit, pas mal, j'aime bien la métaphore et tout. Donc, Non, clairement. faut rejoindre un peu ça. Ok, ben je note, tu vois, je vais garder ça aussi dans. Et tiens, je pourrais même t'amener aussi Thomas Loubersin si tu veux. Ah, avec grand plaisir. Tu sais qu'en plus, j'ai déjà parlé avec lui. Hein. Ah ouais? On était censé le faire après, voilà, en fonction des dates, etc. Et moi aussi, des fois, j'avoue, je dors un peu. Ok. Donc ça fait qu'avec mon travail à côté, j'ai pas tout le temps de tourner, mais j'ai déjà parlé avec lui et je serais ravi de le faire avec lui. Autre question que j'aimerais que tu m'expliques le. Tu veux que je t'explique ça? Ouais, d'où ça vient. C'est curieux, non? Ah, écoute, comme je Non, t'ai dit, c'est on bosse bien. un peu. C'est bien, D'où ça c'est vient bien. ce petit signe que tu fais quand tu gagnes, Ouais. même en rentrant dans la cage, je crois que tu Ouais, le je le fais aussi. D'où ça sort ça? En fait, ça, de base, c'est tiré directement de la planète des singes. Ok. À un moment, César, il est c'est dans la planète 2. Non, c'est planète les origines. César, il est dans le clos enfermé avec les singes. Et du coup, il prend un bâton, il essaie d'expliquer à Maurice, tu vois, c'est qui Maurice, le gros gorille et tout là. Il essaie d'expliquer à Maurice que l'importance de travailler ensemble, l'importance que les singes s'unissent, tu vois. Et du coup, il prend un bâton et il casse le bâton. En fait, c'est un bâton comme ça, il le casse en deux. Ouais. Il ramène les deux bâtons. Tac. Après, il explique qu'il recasse en deux. Du coup, ça lui fait 4 petits bâtons qu'il remet. Et du coup, ça commence à faire un petit amas de bâtons. Et quand il a ce petit amas de bâtons-là, il prend le bâton et il ne peut plus casser. Forcément, tu as à peu près 5-6 bâtons qui sont les uns contre les autres. Donc, forcément, c'est beaucoup plus dur à casser comme ça. Et en gros, il explique l'importance d'être unis, en fait. L'idée, c'était ça, tu vois. Et en fait, quand je fais ça, moi, le message que je veux dire par rapport à ça, c'est je ne suis pas tout seul. En mode, je suis pas tout seul. En gros, on est plusieurs et ça ne va pas casser. Okay. Et en fait, faut imaginer un bâton qu'on a pris, qu'on a cassé jusqu'à en faire un petit amas de bâtons qu'on ne peut plus casser. Et l'idée, c'est l'union fait la force, tu vois. Ok. Et c'est pour big up la famille. Ouais, tous les gens qui sont derrière moi, big up directement les hommes de coin, tous les gens qui sont de la famille, toutes les personnes qui s'impliquent de près ou de loin dans le projet. Parce qu'il y a ceux qui s'impliquent et puis il y a ceux qui donnent la force. C'est une forme d'application aussi, tu vois. Okay. Donc en gros, c'est pour toute ma commu. Et j'espère que tiens, tu me parlais d'un des rêves. J'espère que si un jour je suis en France, à Bercy, que lorsque je rentre, je vois tout le monde, toute l'aréna comme ça, vraiment toute l'aréna comme ça et tout, on sera ensemble. Ce sera ce serait lourd. Ce serait lourd. Du coup, c'est quoi les playlists d'avant-combat, tu vois? Tu m'as parlé de Massa Banks. Ouais. Forcément, il est dedans. C'est quoi un peu les sons que tu écoutes pour te mettre dans le mood? Est-ce que c'est nerveux en mode faut que j'éteigne? Ou de temps en temps, il y a un petit zouk qui passe par là. Non, ça va. Non, en fait, il y a un peu de tout parce que je suis quelqu'un d'émotif de base, tu vois. Ouais. Donc une musique peut me transcender ou une musique peut me ramener dans des souvenirs qui vont me transcender. Donc il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de vieux rap US. Il y a beaucoup de Hustling, de Rick Ross. Il y a beaucoup de Nipsey Hussle. Il y a beaucoup de... Il y avait quoi d'autre encore? Par exemple, samedi, je suis tombé dans ma playlist, il y avait Make It Rain de Lil Wayne, je sais pas si tu te souviens. I make it rain, I make it rain. Vraiment des trucs à l'ancienne. Hein. Ouais, j'aime bien ça. Après, beaucoup de dancehall des fois, du Sizzla. Beaucoup de Buju, du gros dancehall, tu vois, du gros dancehall et des fois un petit Tamiya piano. Des fois un petit Tamiya piano peut passer dans ma playlist à l'échauffement et il va me mettre yo parce qu'il va détendre l'atmosphère, mais voilà, il va me ramener peut-être à un souvenir où j'étais posé avec ma mère, je lui ai dit t'inquiète moi, hein. Et puis ça me ramène dans un souvenir où ça va me galvaniser directement. Et t'as besoin de ça, d'être un peu transcendé avant de rentrer dans les combats ou non, pas forcément? Si, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, parce qu'en fait de base je suis quelqu'un, je pense être un cérébral, un mec qui réfléchit beaucoup et tout, et du coup là quand je me transcende, le but c'est que je suis en mode acouphène. Ouais. C'est quand genre il y a une cible, il y a une cible, un objectif simple, abattre l'ennemi. Donc faut pas que je sois trop cérébral, faut que je sois déjà dans une phase un peu de transe quand je rentre, et c'est pour ça que je prends le temps de bien kiffer mon entrée. Tu sais, je kiffe mon entrée, je regarde, je me dis ok, et ça me met en transe et let's go après.
Ok, et du coup, dernière question, voilà, sur tes 10 combats en carrière, 8, pardon. 8, ouais. C'est quel ton préféré? C'est lequel mon préféré? Si t'as un préféré. Évidemment, ça va être Zvor, parce que c'est le seul KO. Et en plus, c'est un combat sur lequel j'étais donné terriblement outsider. Ouais. Et du coup, c'est de ça que j'ai lancé le move un peu Kalabok. C'est Ok. parce que, en fait, de base, sur ce combat-là, j'ai vu à quel point on me donnait perdant. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais là, il faut que je fasse fermer des bouches. Donc, j'ai lancé un peu le truc de hashtag Kalabok avec la main qui secoue. Ça aussi, c'est une célébration. J'espère qu'elle va arriver bientôt bientôt dans UFC. Là. Célébration, la main qui. Est-ce que, genre, au moment où tu le mets KO, enfin, où tu Ouais. le bats, t'as l'impression qu'il y a un petit silence de cathédrale dans J'ai le... éteint Ah ouais l'aréna. Et c'est ça qui fait qu'après, je me mets à crier comme ça. Ah, ouah, je suis transcendé parce que bizarrement, j'entends plus personne. J'entends plus Ouais. personne dans l'aréna et tout. Donc ouais, c'est le KO qui a eu le plus de saveur. C'est le KO qui a eu le plus de saveur. Même au-delà que ce soit un KO, c'est le fait que ce soit une star de Tchèque chez lui, dans la plus grosse aréna de Prague. En plus, il faut savoir que sur ce combat-là, la semaine qui précède ce combat-là, j'ai une grosse entorse de l'orteil. Donc, je sais pas si je vais combattre. Il y en a qui me disent, va pas combattre sans orteil. Une partie de moi qui me dit, vas-y, je vais strapper, je vais aller combattre. Donc, c'est un combat où je pouvais pas durer très longtemps. J'avais très mal à l'orteil. Et le fait que tout se passe comme ça en 38 secondes et tout, je me dis, waouh, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Et donc, celui-là, il a vraiment une saveur particulière. Mais tu sais quoi, des cadeaux comme ça, on t'en souhaite plein d'autres. Yes, je te Des remercie. gros Charles. KO comme ça, on t'en souhaite plein d'autres. Du coup, c'est la fin. Je te laisse regarder la caméra juste ici, balancer tous tes réseaux sociaux et dire aux gens où on peut te Yep. retrouver. Bon, les rêveurs, c'est important, n'arrêtez jamais de rêver. Yes, sir. Faut rêver, mais après, il faut faire du rêve une ambition. Une fois que on transforme le rêve en ambition, il n'y a plus qu'à, ça se fait. Et c'est ça qui fait vibrer un homme, hein. Un humain avec un grand H, un homme avec un grand H. Écoutez, c'est Jorik Publius Montagnac. Vous pouvez me retrouver sur mon Insta, JodsMTC, JODSMTC. Vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi, mais bon, tu as plus de chances de me trouver sur Insta. Et du coup, voilà, tu m'as dit les réseaux et quoi d'autre, Les excuse-moi. réseaux, tout ce que tu veux donner. Hein. Et un grand big up à vous, un grand big up à Charles qui a mis ça en place. C'est très bien, c'est très pro. Ça fait plaisir. C'est un petit moment cosy où on peut échanger de tout et de rien. J'espère pouvoir revenir avec d'autres objectifs à ce moment-là, une autre philosophie. Yes, sir. Et voilà. Si vous regardez ça et que mon profil vous intéresse, il faut savoir qu'il y a des grosses choses qui arrivent. N'hésitez pas à m'envoyer un message en Insta. Je suis à la recherche de sponsors. On connaît la dureté de ce sport. Là, il s'avère que je commence à pouvoir être face à des adversaires très, 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 très chevronnés. Donc, à partir de là, il va falloir que je passe beaucoup plus de temps à l'entraînement. Je compte sur vous pour rejoindre ce projet et me donner l'opportunité de pouvoir travailler un peu moins et de vous offrir cette fois-ci des gros KO. Let's go. Et pour moi, Yes. c'est votre gars, Charles DB, qui est Wavy Charlie. Jorik Publius Montagnac dans la maison. D'ailleurs, Publius, ça vient d'où? Tu vois, là, Publius. Du coup, Publius, c'est tiré de l'histoire grecque. En fait, c'est deux familles qui devaient s'affronter, une famille de paysans qui devait affronter une famille de guerriers. C'est la famille Horatius contre la famille, que je te dise pas de bêtises, Horaclès. Et enfin bref, c'est trois frères qui s'affrontent, des paysans contre des guerriers. Les guerriers, la bataille commence. Les deux frères paysans sont morts. Mais avant de mourir, ils ont blessé un des guerriers, un à la jambe, l'autre au bras, et en fait Publius c'est le dernier qui reste en vie, et il se met à mettre en place un stratagème pour arriver à bout des trois guerriers blessés. Chaque guerrier était blessé. Ça veut dire que par exemple celui qui avait la jambe blessée, il s'est mis à courir pour aller combattre plus loin et empêcher à celui qui a la jambe blessée de les rattraper. Il s'est occupé de celui à qui était blessé au bras. Après, l'idée c'était vraiment de dire que je suis un boxeur intelligent. Intelligent et je mettrai en place, même si tu es un gros guerrier, je mettrai en place quelque chose, une ruse ou un stratagème en place pour arriver à bout de l'adversité. Tu vois. Ok, bah, tu sais quoi, je trouve que ça te va bien. Maintenant que j'ai le truc cérébral, mais dans le but d'être méchant, je trouve que ça te va bien. Donc, comme j'ai dit, Charles DB, qui est les Rêveurs Podcast. Vous pouvez nous trouver sur Insta, sur TikTok, sur X. Aussi maintenant, les Rêveurs Podcast tout attaché sur YouTube. Très important avant de partir. Abonnez-vous, likez, commentez et allez donner un max de force à mon gars Jorik. For real, je vous attends. Hein. Let's Je vous go. vois. Allez, peace. Peace. Siempre, siempre,
I'm on your body, simple, simple. This your love, you not je. Make you walk out, me je. I'm on game, make you simple, simple.